Bienvenue pour cette exploration des sources sur Ahmad Kamardine, aussi connu comme Cheikh Ahmad Qamar al-Din. Né en 1889, une figure clé aux Comores, intellectuelle, spirituelle. Absolument. Une personnalité vraiment incontournable. On a sous les yeux pas mal de documents, des biographies, des analyses, des articles de presse, et tout ça, ça nous dresse le portrait d'un homme, comment dire, multifacette. C'est ça. Érudit, religieux, oui, mais aussi linguiste, historien, engagé pour sa culture et même en politique. Notre but aujourd'hui, c'est de cerner un peu son impact sur la société comorienne, surtout dans ce contexte particulier, entre une tradition islamique très présente et l'administration coloniale française. Oui, et d'ailleurs, ce qui est fascinant d'emblée, je trouve, c'est sa double formation. Ah oui, Bah oui, initié au Coran très tôt par sa mère, Dawam Bafoumu, elle-même enseignante, puis il va à l'école publique coloniale. d'accord. Et après ça, il devient un maître soufi, donc un guide spirituel, et en même temps, cet intellectuel qui jongle avec plusieurs langues. C'est assez remarquable. C'est un parcours assez unique, effectivement. Comment cette double culture a pu façonner sa vision du monde? Bon, on va voir comment son chemin avec l'exil, des projets audacieux comme cet alphabet comorien, comment tout ça a forgé son héritage. Allons-y? Alors, par où commencer? Sa formation peut-être? Oui, parlons de sa formation. Cette base islamique solide, donc, qu'il reçoit de sa mère, de son père, Alim Soma aussi, puis de maîtres comme Cheikh Kassim et Al-Habib Omar Ben Soumet. Hmm. Il étudie des textes vraiment fondamentaux, l'Alfiya d'Ibn Malik, qui est une grammaire arabe de référence, et le Minhaj al-Talibin, un traité de droit musulman important. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, il fait l'école coloniale, il devient même secrétaire greffier. Ah oui, quand même. Cette capacité à naviguer entre ces deux mondes très tôt, c'est assez fort. Donc il devient théologiste, juriste, historien et ce linguiste qui parlait arabe, français, malgache. Il a même appris l'anglais et l'hindi, apparemment. Une vraie polyvalence. Mais son parcours, il n'est pas tout droit, si j'ai bien compris. Les sources parlent d'un exil à Mayotte. Oui, suite à une accusation de détournement qui semble avoir été injuste. Et c'est là, à Mayotte, qu'il rencontre le gouverneur Léon Kayala. D'accord. Et Kayala, visiblement impressionné, l'aide à intégrer l'administration à Madagascar. Et c'est une étape importante pour lui, j'imagine. C'est une étape clé, oui. Parce que de Madagascar, il voyage ensuite à l'île Maurice Ah, Maurice, oui. pour étudier avec des savants venus d'Arabie. Il se perfectionne en rhétorique, en poésie arabe et surtout en tafsir. C'est l'exégèse, l'interprétation fine du Coran. D'accord, l'approfondissement. Exactement. Et fort de tout ça, il rentre aux Comores et il innove. Il lance les premiers cercles où on explique le Coran, mais en langue comorienne. Ah, ça c'est intéressant. Rendre le texte accessible. Oui, accessible à beaucoup plus de monde. Et ça a eu un impact durable, vraiment. Et il n'a pas seulement enseigné, il a beaucoup écrit aussi. On parle de traités religieux comme la norme d'Ahmad en 1927, des textes plus spirituels, Mhm. mais aussi une œuvre historique majeure. Al-Jawahir al-Fara'id, une chronique de l'histoire des Comores essentielle apparemment. Oui, un vrai touche-à-tout intellectuel, comme on disait. Mais le projet, le plus révélateur peut-être de son ambition, et aussi le plus controversé, C'était quoi? c'était sa tentative de créer un alphabet pour la langue comorienne. Ah, le fameux alphabet. Voilà, basé sur la graphie arabe, les caractères arabes adaptés, et avec une grammaire comorienne dédiée. L'idée, c'était de donner à sa langue des outils modernes, quoi. Logique en soi. Oui, mais il s'est heurté à une opposition assez féroce des milieux conservateurs. Ah bon? Pourquoi? Et il craignait que ça ouvre la porte à une altération de l'écriture traditionnelle du Coran. Une crainte de dénaturation, en somme. Je comprends. La tension entre préserver et moderniser. On imagine. Il a aussi tenté de lancer un journal, non? Moins d'eau, le début. Exactement, mais ça a échoué. Faute de moyens, apparemment. Dommage. Oui, mais au-delà de l'érudit, tous ces projets, ça montre bien son combat pour l'identité comorienne, face à ce qu'on appelle l'acculturation, la perte de repères culturels liés à la colonisation. Il voulait ancrer l'éducation dans les valeurs locales, c'est ça? Ça. Il insistait beaucoup là-dessus. La modernité, oui, mais ça ne doit pas vouloir dire oublier ses racines, sa spiritualité. Et cet engagement culturel, il se doublait d'un engagement politique, même si plus discret. Oui, militant pour l'indépendance, et puis il a conseillé 3 chefs d'État comoriens successifs. Saïd Mohamed Cheikh, le prince Saïd Ibrahim, Ahmed Abdallah. Il devait avoir une position
assez unique, avec sa double connaissance religieuse et administrative. Exactement. Un levier certain. Son influence sur l'islam local, sunnite, malikite, donc l'école juridique majoritaire là-bas, elle est décrite comme éclairée, tolérante. Il a formé beaucoup de disciples. Et son œuvre est encore étudiée aujourd'hui? Oui, oui, notamment au CNDRS, le Centre national de documentation et de recherche scientifique des Comores. Son héritage intellectuel et spirituel est bien réel. Il est décédé en 1974, c'est Voilà. ça? Juste avant l'indépendance des Comores? Un an avant, oui. L'indépendance qu'il espérait tant, mais qu'il n'aura finalement pas vue. Donc en résumé, si on essaye de synthétiser, Ahmad Kamardine, c'est un peu un pont entre plusieurs mondes, la tradition et la modernité, la foi et l'administration coloniale, la culture orale comorienne et les savoirs écrits. Oui, c'est une bonne image. Un intellectuel complet, vraiment engagé pour son peuple. Et cette tentative avortée de créer un alphabet comorien, ça soulève une question qui reste d'actualité, je trouve, bien au-delà des Comores. Laquelle? Ben, comment une culture peut se moderniser, standardiser sa langue peut-être, sans perdre une partie de son âme ou sans heurter des traditions très ancrées? Ah oui, c'est une tension constante, effectivement. L'équilibre entre préserver l'identité, comme le voulait Kamardine, et puis les défis pratiques de la standardisation. C'est ça, un équilibre difficile à trouver, une réflexion intéressante pour aller plus loin peut-être. Tout à fait. Une question à méditer sur l'évolution des cultures et des langues.